Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on va pas parler immobilier, on va pas forcément traiter de gros billets, on va parler de liberté et plus principalement d'entrepreneuriat. Donc comme vous savez, le podcast s'appelle Bye Bye Patron et on traite de tous les sujets qui sont autour de ce thème. Donc ça peut être de l'investissement, mais ça peut être aussi de l'entrepreneuriat. Et pour traiter du sujet aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Quentin Randis, donc que j'ai découvert via son podcast Biceps and Mindset, que je vous invite bien entendu à aller écouter en plus du mien. Il ne faut pas non plus exagérer, hein. Mais bien sûr, il distille des conseils qui sont très super enrichissants. On voit qu'il s'est posé souvent les bonnes questions dans sa vie d'entrepreneur et même plus généralement dans sa vie privée également. Et du coup, Quentin, il va nous raconter son parcours. Donc, il a vraiment pas mal bougé. Il a travaillé à New York, en Australie, à Dubaï, en Floride. Et maintenant, depuis 2018, il a lancé sa propre société avec un de ses associés qui s'appelle Sync, dans lequel il développe de la protéine bio, vegan, à différents goûts. Enfin, il va tout nous raconter. Comment est-ce qu'il a vécu le lancement de la société pendant 1 an. Ils ont mis 1 an à élaborer la recette, comment ça s'est passé, les difficultés qu'on peut avoir quand on entreprend, et puis tout son parcours qui a été super enrichissant. Et je pense qu'il a mené donc vers sa réussite et ses succès actuels. Il va nous parler également du futur, de son activité annexe dans laquelle il accompagne des personnes pour être au top de leur forme. On est parti avec Quentin. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de la semaine. Et cette semaine, on accueille Quentin, auteur du podcast Biceps and Mindset et qui a plein de projets en développement en cours. Donc, je l'ai contacté suite justement à tout le mindset et les informations très pertinentes qu'il partage sur son podcast. Salut Quentin, comment tu vas? Salut mec, ça va très très bien. Merci. Du coup, si tu pouvais commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Donc, dans la communauté, moi, j'ai plutôt des investisseurs. Là, aujourd'hui, on va parler plutôt entrepreneuriat et mindset. Ok, ça marche. Écoute, moi je ne suis pas encore au stade d'investir dans des boîtes ou autre. Je suis plutôt entrepreneur qui crée et monte déjà ses projets avant de faire des exits ou autre. Donc, moi j'ai 31 ans. Je suis entrepreneur depuis que j'ai à peu près 26. Du moins, c'est à cet âge-là où j'ai commencé à avoir cette révélation de me dire il va falloir peut-être faire quelque chose parce que tu as envie de bosser pour toi-même mais tu en as marre de bosser pour les autres. Donc, c'est à partir de là où cette petite flamme s'est déclarée. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai co-créé la marque de nutrition sportive Sync qui fait des boissons protéinées et des barres protéinées bio à base de plantes. Et à côté de ça, un service de coaching via une application mobile qui s'appelle la Playbook Academy. Donc, ce sont mes deux principales activités du mois. À côté, j'ai le podcast, certes, mais j'ai aussi deux, trois projets après annexes qui sont là pour complémenter. Malgré tout, j'essaie de me focaliser principalement sur une ou deux activités plutôt que de trop me disperser en même temps. Ouais, c'est sûr que quand on se disperse, après, on est bon un peu nulle part, quoi. C'est comme dans le sport ou dans la... C'est un peu le challenge, tu vois, c'est de se dire, OK, est-ce que je peux tout faire en même temps, oui ou non? Et je suis un peu mitigé même sur la réponse parce que je me dis qu'avec une bonne organisation, de se dire tel bloc de travail est focalisé sur telle activité, telle et telle, etc. Si on s'organise correctement via un gestionnaire de tâches et un calendrier, ça devrait pouvoir le faire. Mais c'est vrai que parfois, on est rattrapé par certaines urgences sur les projets les plus importants que ça nous empêche de focaliser sur les autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, j'essaie de me focaliser. J'ai mon emploi, ma source de revenus principale, et après, par exemple, j'achète de l'immobilier. C'est sûr que quand tu achètes un appartement, c'est un truc qui rapporte, quoi. Enfin, je veux dire, ça prend un peu de temps, et après, boum, tous les mois, ça tombe. Après, tu vois, là, je fais des podcasts, j'en fais toutes les semaines, c'est super bien. Pour l'instant, moi, j'ai pas de vocation à en vivre ou quoi que ce soit. C'est plutôt pour partager de la valeur à tout le monde. Mais c'est sûr que en une journée, je peux faire des visites, poser une offre, et puis 2 mois après, c'est loué, et puis ça te rapporte des centaines d'euros tous les mois. Donc,
C'est toujours dur Ah, ça doit être d'équilibrer, plutôt quoi. cool. Quand ça marche, c'est plutôt cool. Donc, du coup, si on pouvait, moi, ce que j'avais bien aimé chez toi, c'était ton parcours. T'as passé pas mal de temps à l'étranger. Là, tu vis à l'étranger. Donc, si tu pouvais Mhm. raconter tes expériences à l'étranger, comment t'en es arrivé jusqu'au Bien lancement sûr. de Sync. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'envie. Alors, j'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans, mais si tu veux, ce personnage vivait par intermittence aux États-Unis. Il allait souvent à Los Angeles. J'en ai peu de souvenirs parce que j'étais très jeune, mais je sais que ça m'a toujours laissé un arrière-goût un peu amer le jour où il a disparu de n'y être jamais allé. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait qu'il avait toujours cette envie pressante d'y retourner. Et j'ai toujours eu un peu cette omnubilation devant les États-Unis, le rêve un peu américain. Et une fois que j'ai fait du foot américain déjà, histoire de me mettre vraiment dans le bain. Mais à mes 20 ans, je me suis un peu égaré en termes d'études. Je ne savais pas trop où aller. Et en France, j'estime qu'on ne t'aide pas assez à ce niveau-là. Dans le sens où on te demande trop vite ce que tu voudrais faire plus tard. Et je sais qu'entre 15 et 20 ans, j'ai changé 40 fois d'ambition. Donc, je ne savais pas vraiment où aller jusqu'à ce que je me retrouve à aller sur un cursus international en business développement, international business développement, ça s'appelle. C'était un bachelor, bac+3. Et dans cette année, la troisième année, il y avait un stage de fin d'études à faire de 6 mois à l'étranger obligatoirement. Donc, c'est là où je me suis dit, ça va me permettre de mettre mon premier pied potentiellement aux États-Unis. On va voir comment est-ce que je peux gérer le truc. Donc, tu avais le choix, tu pouvais aller à Londres, hein, c'était à côté, donc c'était un peu l'option facile, mais je me suis dit, je suis plus attiré par le milieu vraiment nord-américain. Il faut que je vois par moi-même comment faire. Donc, tu as le problème de visa. Quand tu pars en stage comme ça, généralement, si tu veux passer par la voie officielle, il faut que tu trouves un stage en amont. Il faut que eux te fassent les paperasses, etc. derrière pour que tu aies ton visa qui s'appelait, je sais plus, J1 ou un truc du genre. Il s'avère que j'ai pas trouvé de stage à distance. Donc, c'était un peu compliqué. J'avais réussi à avoir une ou deux interviews sur place en plus de ça, mais j'avais absolument rien de concret. Donc, j'avais une seule solution, pas deux solutions du moins, soit j'attendais, je restais en France et le temps se faisait court, soit je prenais un billet et je me démerdais sur place. Sauf que du coup, là-bas, tu es en touriste, donc tu prends l'ESTA, le STA qui te permet de rester 3 mois sur le territoire. Je suis allé à mon interview là-bas, je l'ai foiré, donc je me suis retrouvé sans rien. C'était la première fois que je mettais les pieds aux US, donc j'avais 20 ans, j'avais 20 ou 21, 21 ou 20, 22. Non, j'avais 22, excuse-moi, c'était début 2013, donc ouais, j'avais 22 ans. Donc, j'étais jamais vraiment parti à l'étranger plus que ça. Mais du coup, il fallait absolument que je trouve un stage. Donc, ça a été un peu le challenge. Il fallait un peu mentir à l'immigration dans le sens où, ouais, je suis là en tant que touriste, voilà. Touriste, ouais. Et eux te piègent en plus. Ils te demandent quel type de travail tu viens chercher ici. Là, tu te dis, bah, je ne viens pas chercher un boulot. Hein. Parce qu'ils savent que si tu Mm. réponds ça, tu es coincé et t'es un peu Tu vas grillé. dans Quoi. l'avion C'est un, direction voilà, Paris, quoi. c'est un peu compliqué les États-Unis. C'est ça que j'ai pas trop apprécié dans le sens où ils essaient de t'impressionner très vite. Et ma première impression a été extrêmement mauvaise parce que je suis tombé sur un mec qui essayait de me coincer dans tous les sens et c'était moche. Et surtout, j'étais pas là pour bosser. En plus de ça, moi, je voulais un stage gratuit. Il fallait que je le trouve, ce stage. Donc, j'ai réussi à trouver un stage après combien, je sais plus, 3 semaines sur place, quelque chose comme ça, pas spécialement dans mon job de rêve, mais ça devait être une boîte qui travaillait avec l'étranger. Donc, j'ai réussi à intégrer une boîte qui développait des chaussures japonaises. Donc, c'était pas du tout mon truc, hein, mais je me suis dit, au moins, j'ai un stage, je suis tranquille et j'avais des horaires extrêmement avantageuses. Euh, qui l'aurait cru parce que c'était une boîte japonaise et j'aurais dit je vais travailler Aux voilà de US ouf. Au pour final, une boîte japonaise, t'as je l'impression que travaillais que tu peux 5 heures travailler. par jour, c'était tranquille, mais au moins je pouvais faire ce que je voulais à côté. Donc vu que j'avais que 3 mois de visa, je suis rentré en France pendant 10 jours et je suis reparti pendant 3 mois derrière. J'ai un peu cheaté le Ok. système comme ça, rien de bien méchant, mais au moins ça m'a permis de passer 6 mois à New York City où j'ai pu vraiment découvrir ce que c'était la vie et ce que la vie avait à offrir, du moins par rapport à ce qu'on m'avait dit jusqu'à présent. Parce que quand je suis rentré en France, là, j'ai tapé un gros blues. J'étais mal et je sentais que je ratais ma vie en fait en restant, d'autant plus que j'étais de Chambéry, donc c'est une petite ville. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, la vie a tellement plus à offrir que ce qu'on veut bien le dire, c'est incroyable. C'était incroyable de se lever tous les matins, d'aller. Je bossais à ce qu'on appelle Midtown, donc à Manhattan, où tu passes tous les jours devant Times Square. Enfin, tu vis dans un film en fait tous les jours et quand tu Ouais, rentres à Chambéry, voilà, l'impact est très très difficile. Donc c'est ouais, là c'est où quand ça. je Nous, suis on a à peu près rentré, le même âge.
on a été bercé par New Ouais. York, par Friends, par Sex and the City, par tout ça. Et Ouais, c'est vrai cool. que ça donnait envie, quoi. Donc, C'est fallait voir. Puis, en fait, New York, le choix s'est fait surtout parce que c'était intelligent d'aller là-bas, de par le fait que c'était une ville centralisée et cosmopolite, dans le sens où tu n'as pas besoin de véhicule quand tu es là-bas. Et quand tu es étudiant et que tu n'as pas de thunes, j'ai fait un prêt étudiant pour y aller. Je vivais dans une auberge de jeunesse, un hostel où on était 5 par chambre. Enfin, c'était quand même, voilà, pas hyper confort, mais ça m'a permis de rencontrer des gens du monde entier. Donc, c'était extraordinaire en termes d'épanouissement personnel, en plus de découvrir la ville. Donc, ce qui fait que quand je suis rentré, j'étais pas bien. Même si j'avais ma chambre à moi tout seul au confort à Chambéry, je préférais vivre à 5 dans la chambre, mais à New York. Et c'est vrai que c'était assez hallucinant. Et quand je suis rentré, ça a un peu posé une graine dans ma tête qui a germé. Et c'est là où il fallait absolument que je reparte. Et j'ai choisi de partir en Australie. Donc, j'avais le choix. Enfin, j'avais le choix. Encore une fois, je me suis mis le choix soit l'Australie, soit le Canada, de par les programmes d'immigration, donc le PVT, WHV, Working Holiday Visa, parce que je voulais retourner aux États-Unis, mais qu'au niveau des visas, c'était extrêmement compliqué. Donc, il fallait un pays anglo-saxon qui soit américanisé. Donc, c'était Canada ou Australie, c'était clair. Et l'Australie, ça a été uniquement par climat. C'est ouais. ce Ouais, qui a c'est fait déjà pas la mal, hein. décision finale, quoi. Ouais. Ouais. Parce que le Canada, c'était Et tu Toronto. Je peux, visais et Toronto. Ouais. t'avais quel niveau d'anglais quand t'es arrivé à New York? Alors, j'étais passionné par l'anglais du fait que mon père le parlait couramment. Quand j'étais gosse, j'avais des souvenirs de lui quand il le parlait avec un accent américain en plus. Enfin, c'était assez incroyable. Il n'y avait pas du tout d'accent français. Enfin, il était très, très bon. Il était en plus autodidacte parce qu'à l'époque, tu n'avais pas toutes les applications pour apprendre des langues. Tu n'avais pas Facebook, Instagram, tu n'avais pas tout ça en fait. Donc, il est parti et il fallait vraiment des couilles pour partir à l'époque où il est parti. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'était beaucoup plus simple parce que tu étais connecté quand même avec WhatsApp et Mm. compagnie. Là-bas, lui, il n'avait rien. Et du coup, c'est la seule matière où j'étais le faillot de la classe, si tu veux, en cours, où j'étais toujours au premier rang, parce que c'était la seule matière qui vraiment me bottait. L'anglais, je savais que ça m'aiderait. Donc, je me suis Mm. dit, ça, c'est vraiment la matière sur laquelle il faut miser. Et j'ai toujours tout donné, j'étais toujours dans les premiers de la classe, et ça m'a servi. Mine de rien, j'avais aucune expérience terrain, j'avais que du scolaire, mais ça m'a servi dans le sens où dès que je suis parti à New York, j'avais des bonnes bases, j'étais loin d'être dégueulasse, et ça m'a permis de revenir après 6 mois plus ou moins bilingue. Donc ça, c'était cool. Et après, le fait de m'être tiré en Australie derrière, ça a fait que renforcer tout ça. Et après, ben, c'était devenu une nouvelle langue maternelle. Ok. Ouais, parce que c'est ça, faut quand même, pour décrocher, même si c'est un stage pas payé à New York, je suppose que t'es pas le seul, donc c'est un peu le b.a.-ba, quoi, parler anglais Il avec faut un minimum. Après, un c'est sûr niveau que correct. dépendamment de là où tu vas aller, c'est aussi à la tête du client. Là, je t'avoue que je suis arrivé sur j'ai trouvé ça sur Craigslist. Donc, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin en Ouais. France. Parfois, c'est un peu dodgy. En plus de ça, c'est pas ouf ce que tu peux trouver là-dessus. Mais je pense que j'ai été recruté clairement à mon physique, à la fois parce que j'étais un homme et que c'était une boîte japonaise où il y a que des femmes. Et quand tu étudies un petit peu la culture, ce que j'ai pu faire après pendant mon bachelor, là, il y a des chocs culturels énormes en fonction pas des cultures. Et au Japon, l'homme dans la société, c'est un peu un marqueur de force. Non pas qu'ils n'aient pas d'égalité homme-femme ou autre, mais c'est un peu ce qui se passe dans le sens où c'était une boîte où il n'y avait que des femmes et ils avaient besoin d'une représentation masculine. Tu vois, par exemple, c'était donc dans la mode. Quelques semaines plus tard, il y a eu la Fashion Week à New York. La boss, elle m'a pris moi pour y aller, alors que je venais d'arriver et que j'y connaissais rien et que voilà, parce que j'étais un mec et que je présentais bien et que je dois avoir des origines potentiellement asiatiques, j'en ai aucune idée, mais j'ai les yeux un petit peu en amande. Donc les gens pensent que je suis généralement eurasien, même si je ne sais pas si c'est vrai parce que mon père n'avait jamais connu son père. Donc tu vois, en fait, je ne peux pas remonter très loin. Donc ça a plu. Donc ça, je sais que c'était un peu de tête du client. Donc après, voilà, que mon anglais soit bon ou mauvais, je pense qu'à ce niveau-là, ça l'importait peu, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc c'était deux Euh, passions, parce que là, tu faisais déjà beaucoup de sport, je suppose. Donc, je faisais déjà du sport parce que je faisais du foot américain. Ouais. Donc, ouais. moi, là, j'ai C'était commencé à m'entraîner à la salle pour être efficace sur le terrain parce que j'étais une crevette au départ. Donc, c'était un peu, ça allait pas avec le foot US. prérequis, ouais. Ouais, c'est sûr que quand Ouais. t'as peur, ça t'aide plus, quoi. Quand tu te dis, ouais, sur le terrain, je vais me faire massacrer si je pèse pas 10 kilos de plus, ça motive Exactement. plus que faire des photos sur la plage une semaine par an. Ouais. Ouais, ouais, c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. Je m'entraînais pas du tout pour être physiquement beau. Je m'entraînais pour être résistant et pas me blesser sur le terrain, quoi. hmm. Ok. Et du coup, t'es parti en Australie, deuxième Mhm. expérience. Deuxième expérience, Australie. Cette fois, j'ai pas fait 6 mois, j'ai fait 2 ans et demi. Donc là, je m'y voyais vivre long terme. Ça a été un vrai lifestyle plus parce que pas l'Angleterre, pardon, les États-Unis, j'y étais en stage, j'étais pas rémunéré, j'avais pas de thunes, donc j'ai pas vraiment pu profiter de la vie new-yorkaise.
C'était plus une expérience étudiante. Là, en Australie, je suis arrivé. Le but était de me former du coup en coaching et de pouvoir aller bosser. Et j'ai eu l'avantage de pouvoir prendre une formation en accéléré qui donnait après pas mal de devoirs, qui a été très rapide, ce qui fait que je l'avais mis en place avant de. Donc, j'avais vraiment planifié mon voyage. Je savais que j'arrivais là-bas. J'avais peut-être 5 jours pour trouver un appart, en plus, parce que j'étais dans un Airbnb au début. Et après, j'attaquais les cours quelque chose comme une semaine après, quoi. Donc, ça a été très vite, très planifié, mais au moins, ça a servi. J'ai trouvé un gym dans lequel je voulais bosser très vite aussi parce qu'il était juste génial et qui correspondait à mes attentes. Et ce qui fait que très vite, même pendant que j'étais en train de faire ma formation, j'allais déjà les emmerder là-bas. Je leur disais, je suis en train de devenir coach, je viens d'emménager ici, j'ai envie de bosser ici et nulle part ailleurs. Et je les ai tellement fait chier qu'ils ont fini par me prendre genre 1 mois plus tard, une fois que j'avais terminé donc ce cursus accéléré. Et c'était juste la première étape. Après, il y avait une autre formation à faire, mais cette formation me permettait déjà de travailler dans une salle de sport. Pas de coaching Ça a duré combien de temps ça a duré un mois, cursus? cette formation. Ah ouais, donc c'était Ça a vraiment duré un accéléré, mois. C'était en accéléré, ouais. Mais si tu veux, c'est pas une formation de personal trainer. C'était une formation de floor instructor, ce qu'ils appellent. Ça me permettait de gérer un peu des classes, mais pas de coacher directement. Okay. Donc, c'était bien pour intégrer la salle. Donc, ils ont fini par me recruter. Donc, j'avais vraiment la dalle pour le coup. J'ai montré que j'avais faim et que j'étais là pour ça parce que j'ai été recruté. Il y avait 2 places pour combien 16 candidatures. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai été pris et ça m'a permis de faire rentrer du cash tout de suite. Parce qu'en Australie, Sydney, c'est cher. Tout est cher. En plus, c'est des pays qui importent plus qu'ils n'exportent. Donc, même faire les courses, c'est plus cher. Donc, au final, il fallait vraiment rentrer du cash tout de suite et pas perdre de temps. Et je voulais pas être barista alors que je faisais. Voilà, tu m'as compris, je voulais faire un table dans ce qui me plaisait. Toi, tu voulais faire du sport. Voilà, donc parce qu'en Australie, c'est des gros fans de café. Je me souviens quand j'ai été là-bas et c'est incroyable, quoi. Oui, c'est pas quoi faire, tu peux faire barista. Et du coup, ouais, c'est vrai. Ils cherchent beaucoup de baristas d'ailleurs. Mais du coup, ça m'a permis de tout de suite rentrer dans le moule et de bosser. Donc, j'ai commencé comme ça. Je me suis vraiment intégré très vite à m'entourer que d'Australiens. Donc, j'étais parti aussi avec un pote français qui voulait partir. Donc, on était entre nous, mais on socialisait pas avec d'autres Français dans le sens où on voulait vraiment s'intégrer. Non pas qu'on n'aime pas les Français, mais si tu traînes qu'avec des Français, tu finis par parler que français. Et du coup, c'était piège. Donc, il fallait vraiment qu'on s'intègre dans la culture, d'autant que les Français n'ont pas spécialement une belle image à Sydney. Il y a beaucoup de vols à travers le WHV. Donc, il y a des gens qui viennent en visa touriste et qui trouvent pas de taf et qui finissent par plus avoir de thunes parce que la vie est chère et commencent à voler à l'étagère. Et du coup, les Français ont pas la meilleure des réputations. Donc, il fallait que je m'intègre le plus vite possible. Et je savais pas combien de temps j'allais rester, mais je savais que déjà ce visa me permettait de rester 1 an. Et après, après la première année, je l'ai étendu de par un visa étudiant. Donc, il fallait que je réduise mes heures de travail. Par contre, c'était parce que tu pouvais pas faire plus de 20 heures de travail en étant étudiant, ce qui était chiant parce que du coup, mon salaire baissait et je devais payer ces études. Mais ça me permettait d'étendre à la fois mes capacités, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était une management de fitness facility. Ça me permettait aussi d'étendre mon visa, donc c'était un peu du win-win. Et voilà. Et du coup, à côté de ça, c'est là où j'ai commencé à entendre parler du fameux F45 qui était en pleine expansion. Et je les ai contactés parce que j'avais un projet à faire au sein de mes études. Et les mecs, une fois que je suis allé au siège, ils m'ont clairement dit: pourquoi est-ce que tu travailles pas chez nous en fait? Donc je bossais chez F45, c'est une chaîne de salle de sport c'est ah oui puisqu'on en a parlé, c'était enregistré pas encore, excuse-moi. Ouais. Ah non, il y a pas de problème. C'était une chaîne qui a un peu mis en valeur la transformation de Hugh Jackman pour le film Wolverine et ça a fait du buzz autour de ça et du coup il y a pas mal de gens qui ont commencé à vouloir s'y intéresser et le business model s'est franchisé très vite aussi parce que ça marchait. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc il y en a un seul en France, comme je disais, à Bordeaux, et il y en a en Europe, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, en l'occurrence en Angleterre. Et aux États-Unis, ça a commencé à vraiment fleurir. Et maintenant, les investisseurs principaux, les investisseurs qui ont rejoint du moins après, il y a Mark Wahlberg et David Beckham. Donc, c'est vraiment des grosses têtes. Donc, comme quoi, ça a bien fonctionné. Donc, à cette époque-là, ces 2 têtes-là n'étaient pas encore au sein du business, mais moi, je m'étais intéressé. C'est là où ils m'ont dit: est-ce que tu voudrais bosser pour nous? Et ils m'ont dit: on a un nouveau franchisé qui va ouvrir
en centre-ville de Sydney, et ils recherchent des traîneurs. Donc, j'ai dit, bah, écoute, mets-moi en contact. C'était des mecs hyper casual qui m'ont rencontré à un bar. Ils étaient habillés en short, tongs, t-shirt. Je me suis dit, trop cool. Ça, c'est une approche qui me plaît parce que je déteste le formel. Donc, venir habillé en costard, etc., c'est pas trop mon délire. D'autant pareil que quand j'ai eu mon premier job au gym là-bas chez Fitness First, j'y suis allé bien saper. Ils m'ont dit, mec, mets-toi en short t-shirt. On est dans le sport ici. C'est le problème. Puis c'est l'Australie aussi, c'est un peu. Ouais, voilà. Ça. L'éducation française m'a apporté préjudice à ce niveau-là parce que j'avais peur. Du coup, il fallait que je sois bien sapé, etc. Et au final, là-bas, ils n'en ont rien à branler. Ils te jugent pas sur ton apparence, ce qui est exemplaire, je dirais, mais ils vont te juger sur ce que tu as dans la tête et ton vécu, ce qui est plutôt cool. Donc, ils vont même pas juger ton CV. Ce qui fait que là, pour ce job, justement, le second, donc là où on m'a proposé de bosser pour F45, j'ai pas montré mon CV, j'ai pas montré mes certifications, j'ai juste parlé de mon vécu et de ce que j'étais en train de faire. Et ça les a bottés. Ils m'ont proposé tout de suite le double de mon salaire en termes taux horaire. Ouais. Ça a été tout de suite le double. C'était, si tu veux, à l'époque, d'ailleurs, en traîneur là-bas, j'ai commencé à $21 de l'heure, ce qui paraît beaucoup, mais au final, j'étais plutôt, en australien, ça faisait 14 € par heure. Ce qui était quand même pas mal, parce que quand tu commences à bosser dans un truc à la con en France, tu vas être payé 8-9 € de l'heure. Donc, c'était cool. Et là, ils me proposaient tout de suite 42, en fait. Donc, $42 de l'heure. C'était cool. C'était pas du coaching privé en plus de ça, parce qu'ici, le coaching privé, enfin là-bas, le coaching privé était payé vite. Tu te faisais vite payer 100, 120, 150, 200 même dollars de l'heure, dépendamment de ta clientèle. Et donc, $42 de l'heure, c'était plus pour faire du coaching en groupe, en fait. Donc, ça m'allait plutôt bien parce que du coup, j'avais pas, vu que j'étais obligé de faire que 20 heures par semaine, je retrouvais un bon salaire en bossant le même nombre d'heures. Donc, c'était cool. Ouais, c'est ça, ça faisait $800. Tu sortais peut-être à 2000 et quelques euros par mois. Bon, en Australie, c'est tout juste limite, je pense, mais au moins, t'en vivais, quoi. T'avais pas besoin de... Alors, au début, pendant que j'étais en train de faire mes études, oui, mais sauf qu'après, je faisais du black. Et ça, c'était intéressant parce que j'étais pas salarié pour F45, j'étais freelance. Sauf que dans le légal, moi, j'y connaissais rien. Donc, en fait, je déclarais même pas ce que je faisais. Je facturais toutes les semaines parce que tu es payé à la semaine et je déclarais même pas parce que je comprenais pas comment ça marchait et que j'avais pas envie de me faire chier. Parce qu'autant chez F45 Fitness First, c'était extrêmement cadré où j'étais vraiment salarié avec mes taxes et machin. Donc, j'avais rien besoin de faire. Sauf que F45, tout de suite, ça a été maintenant, tu es freelance, donc tu te démerdes. Je suis un peu feignant, moi, sur l'administratif. Donc, j'ai en fait pas déclaré quoi que ce soit là-bas. Ouais. Et du coup, ça m'empêchait pas de faire plus de 20 heures parce que l'administration ne le savait pas. Donc, je faisais ça. J'avais aussi un job au Black le week-end où c'est peut-être moins glorieux, mais c'était payé $60 l'heure cash. Où j'étais serveur torse nu pendant les soirées d'enterrement de jeune fille. Genre Hooters. Voilà, exactement. Et ça fonctionnait super bien parce que du coup, je me pointais à des soirées entouré que de filles. J'étais habillé avec un jean noir avec un nœud papillon autour du cou et j'étais torse nu. Et je servais des verres à des nanas bourrées toute la soirée et je gagnais $60 de l'heure cash. Et jusqu'à des soirées pendant 4 heures. Donc, des fois, je sortais $200-300 dans la soirée. Donc, c'était cool, quoi. Donc, c'était l'extra que je faisais samedi soir. Pardon? Plus des pourboires parfois. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Plus des pourboires. Ouais. Plus des pourboires. Donc, c'était sympa. Donc, ça, du coup, ça me permettait de sortir des salaires pas dégueulasses. Tu vois, quand je sortais après, quand j'avais terminé mes études là-bas, du coup, mon visa n'était plus très long. Donc là, mes patrons voulaient me sponsoriser s'ils adoraient mon profil et que ça marchait très, très bien. Donc, ils m'ont proposé un sponsoring qu'au début, j'ai un peu mis en suspens parce que je me sentais un peu prisonnier aussi du truc parce que quand tu es sponsorisé, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Tu peux pas quitter la boîte et aller voir ailleurs. Et moi, je me sentais trop volatile encore dans ma tête pour accepter un truc pareil. Et je m'étais dit, j'ai envie de faire F45 moi-même. Et j'avais envie d'aller aux États-Unis et ouvrir en Floride. Je sais pas pourquoi j'étais obnubilé par la Floride à cette époque. Pourtant, quand j'y ai mis les pieds, j'ai détesté. C'est ça qui est moche parce que j'avais idéalisé l'endroit sans même y être allé. Et le jour où j'y suis allé pour rechercher justement un site pour ouvrir un local, j'ai détesté. Donc, je me suis dit, en fait, Miami, j'aime pas du tout. Et à la fois, le climat et la ville ne m'ont pas plu. Et je me suis dit, je sais pas ce que je fous là, en fait. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé le sponsoring et que je suis. Sponsoring, ça veut dire de visa, en fait. C'est ton employeur qui fait les démarches, qui paye pour ton visa. Sponsor, exactement. Il paye pour toi et t'as un engagement envers lui qui font que t'es un peu coincé. T'es un peu son esclave, entre guillemets, même si c'est pas réellement le mot esclave, mais je me sentais coincé. Et pour moi, c'était pas possible. Ça veut dire que le jour où je voulais partir de cette boîte, il fallait limite que soit je retrouve vite un sponsor, ce qui aurait été impossible, soit que je me casse en fait. Donc là, au niveau émotionnel, j'étais encore pas très stable. Donc je me suis dit, tant pis, je me barre. Je rentre en France et je vais aller aux États-Unis direct pour ouvrir un truc. Donc je suis un peu parti sur un coup de tête. Ça a été dommage parce qu'après 2 ans et demi,
partir sur un coup de tête. J'ai laissé beaucoup d'amis derrière moi. J'avais un peu une vie là-bas. Et c'est des gens que j'ai, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 6 ans, je les ai pas revus, en fait. Et ça, c'est Ouais. triste. Et Ouais. j'attends de pouvoir y retourner. Malheureusement, on a été tapé par le Covid. Et Ouais, il y du a le coup, Covid. Ouais, c'est clair. je peux pas y retourner. C'est un peu triste parce que j'ai perdu beaucoup de belles amitiés là-bas. Ouais, c'est ça. Quand tu bouges, c'est le revers de la médaille, quoi. Tu crées des amitiés vite Ouais. parce que t'en as besoin, t'as pas ton cercle, mais après, ouais, quand tu pars, c'est plus compliqué, quoi. Bah, c'est ça. Et Ok. c'est surtout compliqué dans le sens où, quand tu es dans les pays anglo-saxons comme ça, pour être proche de quelqu'un, ça se fait pas tout de suite. Il y a un choc culturel qui va se présenter à toi. Et je sais que les Australiens, comme les Canadiens et les Américains, sont difficiles d'accès. Où ils sont très friendly, au bord à bord, tu vois, tout de suite, Mm. mais ils sont pas authentiques dans le sens où c'est pas de la vraie amitié. Ça va juste être ça va être superficiel et c'est moche, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc pour être proche d'Australiens, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est ça qui est dommage. Bon après, je t'avoue que la plupart de mes amis là-bas étaient anglais parce que les Anglais c'est pas du tout la même approche. Par contre, ils sont plus authentiques, je trouvais en tout cas. Donc c'était plutôt la mentalité européenne, je dirais. Mais les Australiens, c'était plus compliqué d'être proche d'eux, ouais. Ouais, puis eux, leur cercle, il est déjà fait, quoi. Enfin, moi, je suis habité à l'étranger, c'est toujours un peu ça le problème, c'est que les locaux, leur cercle, il est déjà fait, tu vois, ils ont déjà leur famille, leurs amis et tout. C'est rare, tu vois, en Mm. fait, même dans ton cercle d'amis d'enfance, bah, Il il faut y a pas tomber souvent sur des des gens qui nouveaux, soient quoi. open-minded, quoi, qui soient Ouais, ouverts voilà, c'est ça. et prêts à recevoir Alors, de nouvelles ouais, têtes. Et c'est sûr que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce que les gens qui n'ont jamais bougé, ils n'ont pas vraiment cette ils sont envie pas de proactifs, connecter quoi. Enfin, spécialement avec ouais, des voilà, c'est ça. étrangers et pour eux, c'est pas nécessaire. Mm. Ouais. Ok, bah du coup, là, on en arrive à ta première aventure entrepreneuriale, du coup. T'es parti en Floride, Ouais. à Miami. Alors, ça a été le premier gros échec entrepreneurial, surtout. C'est que j'avais mal préparé mon truc, même si j'avais bossé un business plan, etc., qui était en plus pas réellement réaliste. Je me suis pointé là-bas. Je me suis associé à un pote à moi en France à qui j'ai proposé le projet et il était super chaud. Mais comme moi, il manquait cruellement d'expérience. Du coup, on s'est pointé là-bas facile. Donc, pour le visa, c'était facile. Il suffisait de payer. Donc, ça coûtait 10 000 $. Euh, et derrière, il fallait trouver un local. Une fois que tu avais ton local et que tu l'avais sécurisé, en soi, à partir de là, moi, je voyais pas d'autres problèmes. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres problèmes réels. Il y avait simplement le fait d'avoir le local. C'était presque impossible, si tu veux, quand tu n'as pas d'associé américain. Et j'avais rencontré d'autres Américains qui étaient sur F45. Les premiers qui avaient ouvert F45 aux États-Unis, c'était à Las Vegas. Et du coup, je les ai appelés, tout ça. Ils étaient super chauds du projet parce qu'ils ont vu qu'il y avait une opportunité pour eux. C'était surtout pour ça. Eux, ils savaient que j'allais avoir des problèmes en étant français. Donc, ils m'ont proposé tout de suite de s'associer à moi. Sauf qu'ils voulaient manger une trop grosse part du gâteau par rapport à ce qu'ils allaient apporter. Donc, forcément, j'ai dit non. Sauf qu'après, je me suis confronté au souci de, en fait, pour avoir un local, il faut fournir un social security number, ce qui n'était pas possible pour moi étant étranger. Et s'il n'y avait pas ça en gage de garantie, il fallait que je prouve un montant sur mon compte bancaire de 200 000 $, ce qui n'était évidemment pas mon cas. Donc, en D'accord. fait, je me suis retrouvé dans une impasse et je me suis retrouvé coincé jusqu'à ce que l'Australie me déclare un nouveau problème, à savoir les royalties qu'il fallait que je reverse en tant que franchisé. Sauf que moi, le gym n'était pas ouvert, mais eux, ils n'en avaient rien à branler. Ils m'ont dit, à partir de 6 mois après signature de ton contrat de franchise, tu dois verser des royalties. Je me suis dit, mais les gars, laissez-moi du temps. Je suis allé dans un autre pays et ils n'ont rien voulu entendre. Donc, j'ai dit, écoutez, j'annule tout. Tant pis, j'étais à Londres à cette époque-là parce que j'étais retourné en Angleterre. On m'avait proposé un job chez F45 en attendant, donc ça me permettait de gagner de l'argent aussi, en attendant que le local que j'avais pré-trouvé à Miami soit prêt. Sauf qu'il n'a jamais été prêt, en fait. Enfin, j'ai vraiment perdu mon temps et de l'argent. Donc, j'ai réussi à négocier avec F45 HQ pour qu'ils me remboursent la plupart de mon investissement, parce que j'avais déjà tout prépayé, en fait. Et j'ai perdu, c'est une affaire qui m'a coûté peut-être 15 000 $, où j'ai perdu 15 000 $. Et quand tu as 26 ans, ça fait T'as même chier pas de pu perdre vraiment. 15 000 $, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et Puis t'avais surtout pas, que même pas pu vraiment te lancer, quoi. C'est ça. non, T'as et la même pas pu plupart de cet défendre. argent était des prêts en plus de ça, donc il a fallu se démerder parce que forcément, Ouais. c'est pas hyper simple. Mais du coup, après, je suis allé vivre à Londres, donc enfin en même temps du moins, et c'est là où après je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que le gars de Londres a fait un truc super. Il a aujourd'hui plusieurs franchises. Ce ne sont plus des F45 d'ailleurs. Il a complètement changé le concept. Il a appelé ça Unit. Je trouve que c'est encore mieux. Et pour lui, j'avais ma place dans l'expansion de Unit.
Sauf que j'étais toujours sous quelqu'un et ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai pris la décision de me barrer à ce moment-là. Je suis parti d'ailleurs à Dubaï où j'ai postulé dans des hôtels 5 étoiles pour bosser en tant que personal trainer. On m'a d'ailleurs offert des jobs, encore une fois, à la tête du client parce que je présentais bien que j'étais français, que je parlais anglais et que au final, j'ai fini par refuser. Et c'est là où je suis rentré en France pour aller développer Sync avec mon collègue. Tu as fait tout le parcours d'Instagrammeur à l'envers, quoi. Australie, États-Unis, Floride, Ouais, parce qu'à cette Dubaï. époque-là, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux développés, donc Ouais, j'ai absolument rien posté de tout ça, quoi, si tu veux. Donc, ouais, ouais, c'est clair. c'est dommage. Ouais, ouais, c'était ça. Ok. Et juste pour le F45, tu devais payer souvent les franchises, tu payes un droit d'entrée à un montant Ouais, fixe. Et après, c'était encore une part des redevances, c'est ça? exactement. Alors, le montant Ouais. fixe incluait tout l'équipement du studio, ce qui était plutôt cool, et c'était une offre relativement alléchante au début pour aider au développement de la franchise Overseas, et c'était cool. C'était pas très cher en Mm. plus de ça, hein. Là, je payais le montant fixe, c'était 75 000 dollars US et tu avais tout l'équipement. Donc, tout ton gym était sorted, tu vois, vraiment plein et c'était Ouais. cool. Du coup, c'était intéressant. Très clairement, si le business avait Ouais. fonctionné derrière, ça aurait été rentable Tu aurais très pu trouver vite. un. Sur la Ouais. première année, ce serait devenu rentable. Ouais. En fait, tu as eu le problème avec tes locaux que les locataires en France, ils ont quand t'as pas de CDI ou quand t'as pas de. C'est un peu Tu ça, ouais. vois, tu peux pas. T'as C'est pas de ça. garantie. Dès que tu as un profil un peu atypique, c'est super compliqué Mm. C'est ça, ouais. Du d'avoir. coup, Bon, les en France, c'est un banques, logement. Là, c'est un local commercial, quoi. oui, les banques te Et suivent pas et c'était un peu ça le Mm. souci, quoi. Autant ils t'aiment bien, hein, tu vois. J'avais des banquiers là-bas, ils étaient vraiment trop cool. Ça avait rien à voir Ouais. avec les banquiers français. Les mecs me checkaient, genre, tu sais, câlin, enfin, tu sais, vraiment les Américains, quoi. Même si tu Ouais. sais que c'est superficiel, c'était quand même cool. Mais c'est Il y toujours avait, mieux, tu vois, à la limite, bon. C'est. Parfois, tu sais que c'est du fake, mais au moins, tu passes un bon moment, ouais, quoi. Alors mais c'est ça, que c'est convivial, c'est fun, parfois en c'est Europe, fun. tu passes juste un mauvais moment, quoi. Donc, Ouais, tu ouais. check les mecs, enfin, c'est super cool. L'approche est cool. Moi, je Ouais. déteste le vouvoiement déjà, et c'est un truc qui est Mm. pas présent dans le milieu anglo-saxon et ce qui fait que c'est une barrière en moins et qui est hyper appréciable du coup, puisque le vouvoiement crée une barrière très solide. Tu vois, même à l'heure d'aujourd'hui avec Sync, Mm. on a une banquière qui a, je sais pas, la tête à tout péter 50 plus que moi et on se vous voit et je sens que c'est malaisant. Mm. J'aime pas ça, tu vois. Je dirais, on va Ouais. qu'à se tutoyer, tu vois, c'est cool. Et le Ouais. vouvoiement, j'ai vraiment du mal avec ça. Ouais, c'est ça, c'est aussi l'expérience anglo-saxonne. Après, moi, par exemple, mes locataires, je les vous vois, tu vois, parce que je sais qu'après, si tu deviens trop pote, Ouais, il y a aussi cette barrière-là. Oui, ça dépend du ça contexte, peut bien poser. entendu. Ouais. En fait, ça dépend ce que tu as envie de faire, quoi. Si tu as envie d'une Mm. collaboration ou si tu as juste envie de. Ouais. Ok, et donc là, on arrive à l'expérience Sync, Mm, mm. le Donc, départ. Sync, ça a failli, enfin, ça a été de multiples échecs et succès à travers cette route. Plein de fois, on a failli, bon, on s'est planté plein de fois, on a failli couler, plus d'une fois d'ailleurs, sur des mauvaises prises de décision, parce que mon pote comme moi, on manquait cruellement d'expérience aussi dans le domaine, et on s'est lancé sur des trucs, tu vois, par exemple, le lancement de la marque. On a fait des petites, déjà avant ça, on a fait une petite levée de fonds, donc auprès de Juste, tu BA, peux enfin, repartir c'était, de la genèse, on en avait parlé ouais. avant Ah, l'enregistrement. la, Donc, la tu es rentré problématique dedans, du truc, oui. Alors, c'était, t'es rentré. on était pratiquant de fitness, musculation, renforcement, etc. pour le foot américain, ce que mon collègue qui a eu l'idée de ce projet. Ah oui, c'est vrai, parce que tout ce que je t'ai dit là, tu l'avais pas enregistré. Donc, ouais, je disais que le projet Sync, c'était pas mon idée, c'était un pote à moi, justement, avec qui je faisais du foot américain il y a une dizaine d'années, qui était confronté au problème de j'aime pas, enfin, je digère pas la whey et la protéine naturelle, elle est dégueulasse. Donc, en fait, c'était un peu la peste et le choléra. Qu'est-ce que je Donc là, peux ouais, faire c'est pour du ça? lait, de la protéine de Voilà, c'est lactose, issu de c'est ça? l'industrie laitière Ouais. fromagère. Et c'est ça. Et l'autre Il y a côté, des tu avais gens les. qui digèrent mal le lait. Voilà, ouais, beaucoup Ouais. d'ailleurs, selon les études, tu es près de 60% d'ailleurs des intolérances au lactose. Enfin, au moins une sensibilité. Et Mm. derrière, tu avais le début des protéines de plantes, mais qui étaient enfin, imbuvables. Enfin, fallait se boucher le De nez. Enfin, c'était même pas pois ou possible. de Voilà. soja. Ouais. Exactement, c'était pas cool. Et du coup, il commençait à me parler de ce projet-là quand moi j'étais en Australie encore. Donc, ça datait déjà. Il avait déjà cette idée dans la tête. Il voulait que je sois ambassadeur parce qu'à l'époque, c'était pas à propos des followers que tu étais ambassadeur. C'était Mm. plutôt parce que le profil était cool. Il n'y avait pas vraiment de following à cette époque-là, d'autant plus. Tu avais très peu d'influenceurs. Le métier d'influenceur n'existait pas vraiment. Et moi, j'étais botté par ce truc-là. Je m'étais dit, c'est super cool. Donc, au moment où F45 s'est cassé la gueule, si tu veux, moi, je récupérais une partie de mes fonds et lui, il avait un investisseur au début qui s'est barré, qui l'a un peu niqué, entre guillemets, et qui, du coup, bah, il s'est retrouvé sans rien.
Donc, c'est à ce moment, le timing a été plus ou moins le même pour lui comme pour moi. Donc, c'est là où on s'est retrouvés en se disant, OK, toi, tu as ébauché ces maquettes. Moi, j'ai de l'argent. Donc, on va se rassembler tous les deux et on va créer un truc ensemble. Et lui, il avait déjà fait pas mal de taf en amont. Donc, il avait démarché tous les laboratoires. Donc, il apportait une belle expérience qui faisait que on avait moins de travail à faire sur la recherche de formules. Parce qu'il avait bossé, il faisait lui-même des formules, enfin, c'était un truc de ouf. Et du coup, à deux, on a pu trouver le bon partenaire, donc ce qui a été le plus long. Et une fois qu'on a Pour trouvé ce développer du partenaire, coup votre protéine végétale. exactement, pour faire une protéine végétale qui soit bonne au goût, qui soit naturelle. Le label bio, on n'avait pas encore cette ambition à l'époque, mais c'est arrivé par derrière un peu surprise. Mais ça a été très long. Ouais. Du coup, nous, on n'était pas qualifiés en tant que tel pour créer des formulations, mais on avait une bonne idée en tête de ce qu'on voulait. On avait une texture en tête particulière, un goût particulier, des valeurs nutritionnelles particulières. Du coup, le tout, c'était maintenant confier ça aux bonnes mains pour que eux, avec leur expertise, soient en mesure de développer quelque chose en fonction de nos attentes. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec des tests de samples et jusqu'à ce qu'on arrive à un truc super bon, mais qui n'était pas dans les mœurs. Donc, nous, on n'arrivait pas à faire un bon chocolat, on n'arrivait pas à faire un bon vanille, qui sont les best-sellers. On arrivait à faire un bon apple pie. Donc, tu vois, tarte aux pommes, Ok. cool. Donc, tu lances ton premier parfum, c'est apple pie. Les gens connaissent même pas, ils sont même pas très chauds en France pour aller chercher de l'apple pie, mais il était très, très bon, ce truc. Du coup, on s'est dit, tant pis, on lance quand même. On n'avait que ça. Et on a lancé, en plus de ça, sur le salon du fitness à Paris au mois de mars, un événement qui nous a, grosso modo, coûté 100 000 balles. Donc, c'est là où Ah tu ouais, te quand même. dis, ouais, mais c'est une honte. Hein. C'est pas un truc qu'on referait aujourd'hui. Tu vois, si on devait refaire tout, voilà, on aurait beaucoup mieux géré que ça parce que pour rassembler ces 100 000 euros, il a fallu aussi qu'on fasse une petite levée de fonds auprès de gens qui avaient un peu d'argent, donc ce qu'on appelle du love money, des gens dans notre entourage qui croyaient en le projet. Et ce qui est dommage, c'est que tout cet argent, il a plus ou moins été gaspillé très vite sur cet événement qui nous a été clairement à perte, qui nous a apporté une petite visibilité, mais qui n'était pas du tout le bon moyen de lancer une marque. Et de là, on a failli couler instantanément après 1 an et demi de travail. Crise de panique, ça a été très dangereux. Parce que là, si tu te dis, putain, j'ai tout mis là-dedans. Moi, ça faisait 1 an que j'étais rentré en France. J'étais déjà à bout. Vivre sur le canapé, etc. Enfin, c'était dur mentalement après les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, où j'avais un bon lifestyle, je gagnais bien ma vie, c'était cool. Là, tu rentres, tu gagnes plus rien. Comme je te disais tout à l'heure, je n'avais pas le droit au chômage non plus parce que j'avais cotisé qu'à l'étranger. Donc, voilà, je vivais sur mes économies sur le canapé de ma mère. Donc, c'était pas le moment de se planter. Et en plus, tu avais cramé 100 000 euros. Et on venait de cramer 100 000 euros balles. de dette, donc, quoi. c'était vraiment chaud patate. Là, on n'arrivait plus à payer nos prestataires parce qu'en plus de ça, on avait pris une chier de prestataires qui ne nous servaient à rien. On avait pris une chier d'influenceurs qui vendaient pas et qui demandaient trop d'argent. Donc, ça a été vraiment le calvaire. Quand il fallait les avoir au téléphone en disant écoute, est-ce qu'ils étaient là, ouais, tu dois me payer, tu disais mais gros, tu vends pas, tu fais pas de pub, bah, tu remplis pas non plus ta part du contrat. Enfin, ça a été très compliqué, vraiment période noire. Ça a été 2018 et il fallait se remettre. Et c'est là où on a commencé à remonter la pente petit à petit en refaisant un tour de table, en faisant un rebranding, en développement de nouveaux parfums, en l'occurrence le chocolat et la vanille qui était essentiel. On a vu une différence tout de suite dès qu'on a réussi enfin à développer de bons arômes dans ces deux parfums-là. Et les ventes ont repris. Ça a permis de couvrir toutes nos charges. On ne pouvait toujours pas se payer, mais au moins on couvrait nos charges, ce qui nous a permis de remonter la pente petit à petit, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup mieux. Il y a eu 2 rebrandings depuis. Il y a 3 employés en plus de mon collègue et moi. Donc, on est 5. On a des investisseurs. On a des grosses boîtes qui veulent investir chez nous. Donc là, ça commence à être intéressant. Et tu peux nous raconter un peu comment ça se passe vraiment le développement d'une recette et le sourçage, comment tu sources les produits. Ça, c'est ton prestataire qui s'en Ouais, occupe, qui alors fait la on travaille recette ou en c'est... collaboration avec un façonnier. Justement, les recettes que je te disais, c'est eux qui les font en fonction de notre demande. Donc, tu as le choix de toute manière. Tu sais, la plupart des marques sur le marché, elles vont faire ce qu'on appelle de la marque blanche. Donc, c'est un laboratoire, de toute manière, c'est aussi un business. Donc, il a besoin de vendre. Donc, il va développer des formules et après, il va les mettre à disposition sur un catalogue. Et c'est là où les gens, du coup, vont pouvoir aller se servir et dire, bah, moi, je vais lancer de la whey, par exemple. Je ne vais pas la retravailler. Je vais juste prendre la whey numéro 1. Voilà, je la prends dans tel parfum. Je mets mon packaging dessus et c'est réglé. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, on n'a pas voulu faire ça parce que ce qu'on voulait n'existait pas. Donc, ça a été le problème. Et c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui et notre valeur ajoutée parce que la concurrence, même si c'est des gros groupes, n'arrive pas à
aller au même niveau que ce qu'on arrive à faire. Et ça les frustre beaucoup. Pour le produit. Et voilà. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, on apporte un cahier des charges le plus précis possible au laboratoire. On discute avec eux et eux nous font des propositions derrière. Donc, eux sourcent leurs produits en fonction. Étant donné qu'on n'est pas les seuls clients, ils sourcent des matières premières qu'ils pourront utiliser sur plusieurs panels. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage non plus. Et c'est eux qui décident de sourcer là où ils veulent sourcer. Donc, évidemment, s'ils disaient on source en Chine, on ne travaillerait pas avec eux. Ils sourcent uniquement en Europe du Nord et au Canada sur certaines matières quand il en manque en Europe. C'est tout. Donc, ce qui fait qu'on sait d'où notre sourcing est, on sait d'où ça vient et on sait que c'est fiable. Et c'est de l'agriculture biologique en plus de ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas nous qui nous permettons de sourcer quoi que ce soit parce qu'on n'a pas les capacités et les compétences pour. Donc, ça, c'est 100% leur travail. Et après, à nous d'apporter ce que nous, on peut apporter derrière. Ok. Et vous avez eu des genres de prototypes, je suppose. Enfin, le labo, quand vous allez, il a 5 recettes et toi, tu goûtes, tu regardes la texture. Les samples, exactement, c'est ça. L'échantillonnage. Ouais. Donc, on fait beaucoup de tests. À la base, tu avais des tests de texture, de mélange, de miscibilité, de goût. Du coup, en termes d'intensité de saveur, tu fais plusieurs tests, des 1, 2, 3, 4. Tu testes en fonction de l'intensité. Qu'est-ce qui te plaît le mieux en fonction nous, on se dit que, par exemple, un serving doit être mélangé avec 300 ml d'eau. C'est comme ça qu'on gère. Ok. Ouais, parce que les gens, peut-être pour les gens qui font pas de musculation ou quoi, ce qu'il y a, c'est que vous, c'est un produit que tu prends au moins une fois par jour, je pense. Enfin, en tout cas, c'est vraiment récurrent. Tu peux pas avoir un goût qui sort trop de l'ordinaire en mode je vais le prendre que le samedi soir une fois, quoi. Faut vraiment que ce soit un truc qui soit facile et dont il faut le goût, que tu il lasse te pas, dises en que fait, ça rentre dans ton lifestyle et que tous les jours, tu sois en mesure de le boire sans pour autant que ce soit un effort, mais que ce soit plus un plaisir. Nous, on avait cette mentalité de faire un dessert et que ce soit cool et que ce soit vraiment kiffant à boire. Et c'est pour ça qu'on est rentré là-dedans. Ouais. Ok. Et comment vous gérez les quantités? Ça prend du temps à produire? J'ai aucune idée ça dépend à quel point tu dois être proactif par rapport aux quantités. Ouais, tu dois donner un maximum de visibilité, ça c'est sûr, parce que tu peux pas attendre d'un laboratoire qu'il soit à ta disposition, sauf si tu lui fais faire tout son chiffre d'affaires. Donc forcément, tu dois donner un maximum de visibilité à l'avance pour te dire, là, j'ai besoin de tel stock pour telle date pour que je sois dans mes clous. Et après, tu gères avec eux, quoi. C'est de la négociation et ça change. Enfin, c'est au jour le jour, c'est pareil. Et vous vendez que en ligne ou vous êtes dans des magasins? Alors, pour le moment, on a développé beaucoup l'activité en ligne au départ. Ça a été notre vocation de départ. Et après, si tu veux, maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe du retail et des distributeurs potentiels. Par exemple, on distribue dans beaucoup de box de CrossFit en France, dans quelques salles de sport, quelques magasins spécialisés aussi à Paris, à Bordeaux. Et le but, c'est d'aller chercher après les grandes chaînes. Donc, par exemple, les barres protéinées, on aimerait les mettre à Carrefour. Ça pourrait être très cool pour développer un petit peu la mentalité protéinée, entre guillemets, dans le sens où, tu vois, là, en Espagne, quand tu vas chez Carrefour, il y a tout un rayon yaourt protéiné ou autre, ce genre de choses. C'est vraiment rentré dans les mœurs beaucoup plus que sur la culture française. Donc, en France, il y a un petit peu de retard. Donc, avec le temps, on espère que, on sait que les tendances vont monter de toute manière et que le fait d'avoir nos produits chez Carrefour, ça peut être vraiment cool à un certain point. Peut-être que maintenant, c'est trop tôt, mais on a encore le temps. Et voilà. Mais le but, c'est de développer aussi, oui, bien sûr, le retail à l'étranger comme en France et en ligne aussi. En ligne, c'est pratique dans le sens où on a un stock qui est chez un logisticien qui, lui, dès qu'il y a des commandes sur le site, il va s'occuper d'envoyer les commandes. Il sera plus rapide et plus effectif que toi. Donc, c'est l'expert. Donc, tu n'as pas besoin de l'internaliser, tu l'externalises et au moins, il fait le boulot mieux que tu le ferais toi, quoi. Donc, ça, c'est cool. Ouais, super. C'est vrai que même, je me souviens aux États-Unis, t'as genre des barres à jus ou c'est des barres à jus protéinés ou des choses comme ça que pour l'instant, tu vois jamais. Tu sais, dans la rue, je sais pas si tu vois des genres de roulottes comme ça. Le truc, pour l'instant, c'est complètement inconcevable en France. Et puis même en France, quand tu parles de protéines, les gens ils pensent que c'est la même chose que des hormones de croissance, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il y a un manque cruel d'éducation en France à ce niveau-là sur l'alimentation où les gens ont de dire les protéines c'est mauvais pour les reins. Mais est-ce que tu sais qu'au jour le jour tu manges des protéines dans ta bouffe, quoi. Enfin, après ça c'est un débat existentiel, mais c'est un manque d'information et c'est de la misinformation aussi de certaines personnes qui ont une audience et qui n'y connaissent rien et qui du coup continuent à proliférer.
des conneries. Ouais. Ok. Et comment tu gères, comment vous répartissez les rôles avec ton associé du coup? En Alors au sachant que toi, début, t'es pas donc, en France. sachant qu'on... Ah non, Ou mais peut-être. lui, il est avec moi là. Il vit dans le même appart que moi Ah, ici il est. à l'étranger. Mais en Ok. fait, on bouge si tu veux. On est entre la France et l'Espagne, donc on n'est pas là tout le temps. Ouais. Lui, il est plus en France que moi d'ailleurs. Et là, bah, par exemple, dans la semaine prochaine, on remonte en France pendant 2 semaines. Donc on essaye d'être un peu sur les deux. Lui, il essaye de faire 2 semaines ici, 2 semaines là-bas. Moi, c'est plutôt 3 semaines ici, une semaine là-bas. Mais trier, moi, c'est plutôt 2 semaines tous les 2 mois, si tu veux. Et Hmm. après, on a une équipe de les 3 personnes qui sont là-bas dans nos bureaux. Il y en a un des 3, c'est un profil senior qui est du coup le chef d'équipe et qui peut gérer l'ambiance là-bas sans qu'on soit présent sur place. Après, l'avantage de Hmm. 2021 aussi, c'est qu'il y a Zoom et qu'on n'a Ouais. pas besoin d'être spécialement sur site pour manager une équipe. Après, c'est sûr que quand tu es en présentiel, ça peut aussi aider. Il faut être là un minimum. Tu peux pas être 100% jamais là parce que sinon, bah, tu crées pas de lien fort. Mais tu as quand même la possibilité d'être relativement Hmm. souvent en remote à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a tout changé. Enfin, nous, enfin, par exemple, dans l'immobilier, ça a tout changé. Avant, tu pouvais, parce que moi, je suis habité à l'étranger, signer des Mm. compromis, signer des prêts et tout. Il fallait tout le temps y aller. C'était là, il y a eu un coup je sais pas, en 2 ans, on a gagné 5 ans ou 10 ans, quoi. Tu peux tout signer en ligne. Tu peux, je pense que toi, c'est pareil avec tes prestataires. Tu peux signer des Bien sûr. contrats. Bon, ça, Oui, tu fais tout en c'est, ligne. avant, tu devais, même la banque, tu devais imprimer un truc, le signer, le rescanner. T'es là, ouais, on est où, quoi. Alors que maintenant, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et, Mm, bah, super. Et toi, à côté de Sync, je sais pas si tu voulais parler d'autre chose par rapport à Sync, sinon on peut passer sur les coachings que tu fais avec la Sync, Playbook Academy. je dirais que c'est l'activité principale. C'est un peu là-dessus qu'on mise pour faire un exit plus tard. Puis c'est un truc qui apporte un bon produit sur le marché en plus de ça. Donc, ce qui est gratifiant, c'est que on peut avoir la fierté de dire qu'on vend pas de la merde et qu'on vend un réel bon produit. Donc ça, c'est cool parce que c'est pas le cas de Mm. tout le monde. Donc on peut au moins être fier de ça. C'est pas juste un produit qui est là pour faire du business. Ça reste un business, bien entendu, mais on le fait parce qu'on apporte une réelle valeur ajoutée sur le marché. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence quand il y a une signification plus forte derrière. Ouais, faites pas du dropshipping de quelque chose que tu as acheté en Chine 1 euro et que tu revends 30 euros C'est ça, ouais. sur Amazon, quoi. Ouais. En gros, c'est ça, ouais. Ah, Nos c'est sûr marges que sont pas aussi avantageuses que aussi du 1 élevé. pour 30, ouais. 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 Ouais, mais après, vous avez un produit qui se consomme tous les jours, quoi. Donc ça, c'est quand Aussi, même, ouais. Donc ça, c'est c'est aussi intéressant, un quoi. marché récurrent. Donc c'est aussi intéressant, Ouais. bien sûr. Et ça t'oblige à faire de la qualité, forcément, parce que tu peux Mm, mm. pas, Ah, tu puis peux on pas est les berner premiers, les nous, gens on pendant. est les premiers consommateurs de nos produits. Tous les jours, on se fait Ouais. un shaker ou une barre. Donc, il ne se Mm. passe pas un jour sans qu'on fasse ça d'ailleurs. Et Ouais. c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on ne vend pas du bullshit, on vend des vraies valeurs et on vend ça parce qu'on veut consommer ça, c'est tout. Ouais. Ouais. Je sais pas, t'as lu le livre de Phil Knight là sur Nike, L'Art de la Victoire? Je sais pas si t'as lu ce livre. Ah non, d'ailleurs, c'est une bonne idée, Ouais. mais après, Ouais. c'est des livres, les autobiographies sont un petit peu toujours déviées dans le sens où elles sont Ouais, bien embellies. sûr. Ouais. Donc, je ne sais pas si Mais ça vaut vraiment le coup, ouais. mais ouais. Non, enfin moi je l'avais lu, c'est un bon livre et surtout lui, en fait son équipe il vendait du matériel de sport, mais il avait un gars qui faisait genre 150 kilos, il avait un handicapé, je crois en fauteuil roulant. Enfin tu vois, il avait, bah toi t'as ton image qui fait que voilà les produits, bah regardez, je suis fit, je prends mes produits et tout, alors que eux, ils étaient vraiment à vendre des articles de sport. Il y avait des gars qui fumaient, enfin ils avaient pas du tout le profil sportif, quoi. Et à un moment, il te Hmm. raconte, je sais plus, c'est un investisseur ou un fournisseur qui débarque, qui dit, mais c'est quoi votre équipe d'estropiés, quoi? Vous vendez des chaussures pour courir, il n'y en a pas un qui est capable de courir. Donc, C'est toi, au vrai. moins, tu as cet avantage Ouais, on est des ouais. sportifs à côté en plus de ça, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'on prône notre truc à fond, on fume pas. Enfin voilà, on est des mecs Ouais. relativement clean. Ok. Et du coup, le développement, pour l'instant, c'est le retail, quoi. C'est ça, on va dire la next step, quoi. Là, C'est alors, il vraiment, faudrait vous déjà voulez. couvrir tout le marché français en termes de en ligne. Il y a encore beaucoup à faire. Et après, oui, on aimerait couvrir le retail parce qu'on pense qu'on a notre place là-bas, d'autant plus que maintenant, on a les bars en V2 qui sont extraordinaires. Donc là, oui, c'est clairement retail plus plus, ce serait cool. C'est là où Hmm. c'est ce qu'on va chercher. C'est aussi pour ça qu'on a recruté un profil senior qui avait de l'expérience dans le retail parce que ça va être l'objectif 2022. Ouais. Ok.
Et les bars, c'est pas tout à fait les mêmes clients, je pense, non? Enfin, tu vas avoir peut-être plus des trucs casual. Enfin, Ouais, la poudre et les bars, c'est pas ça. Alors forcément, les bars au serving vont te coûter plus cher parce que c'est du prêt à mm, l'emploi, c'est du snack fonctionnel. Et du coup, tu peux le vendre en retail. Après, vendre en retail de la poudre, alors il y en a qui le font. Maintenant, moi, en Espagne, il y en a. Hein. Mais c'est sûr que c'est moins commun parce que c'est des choses que tu dois préparer à la maison. Alors que mm, la barre, tu peux l'emmener partout et c'est sûr que c'est extrêmement pratique. Donc, pour une génération qui est plus active, qui est on the go, en fait, tout simplement, et c'est mm. carrément plus pertinent pour ces gens-là. Donc, ouais, c'est pas vraiment la même clientèle, en effet. Ouais. Ok, bah du coup, prochaine étape, la Playbook Academy. Donc, sur base de tes expériences de coaching. Ouais. Exact. Donc, ça fait toujours partie de ma vie et je m'entraîne toujours jour le jour parce que j'ai repris le foot américain ici et j'ai besoin d'être en top shape. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire profiter tout le monde. Donc, j'ai créé ma programmation qui est updatée tous les mois et qui, du coup, sur laquelle j'entraîne des gens. Donc, je coach personnellement des gens là-dessus. Le but, c'est de les rendre complètement autonomes en 3 à 6 mois. Comme ça, ils incluent une espèce de communauté super sympa avec des gens qui sont like-minded, donc qui ont les mêmes envies, les mêmes ambitions. Donc, ça crée aussi un cercle social en ligne qui est super sympa pour les gens. Et au-delà de ça, au-delà du coaching privé, même j'ai commencé à faire du mentoring aussi avec des gens qui veulent aller au plus loin ou qui veulent à la fois se former sur le plan sportif, mais sur le plan professionnel, mental, et d'aller chercher un peu plus loin, potentiellement de rentrer dans l'entrepreneuriat ou simplement élever un petit peu leur vie par rapport à mon propre vécu. Et, ok. Et c'est quoi l'objectif des. Moi, je suppose que c'est d'être en forme, mais est-ce tes clients, ils ont des objectifs précis Alors, je suis je sais pas pas, du de tout dans poids, de tu forme, vois, si de. quelqu'un veut perdre 5 kilos, admettons, je suis pas du tout le bon coach. Moi, je suis là pour la Ouais. recherche de la performance, pour décupler tes capacités sportives et du coup, rendre ta vie plus sympa et plus facile. Parce que quand tu es en shape dans la vie, on va pas se mentir, ça sert aussi. Tu seras prêt pour Mm. tout et n'importe quoi. En fait, c'est le but, c'est de rendre les gens prêts pour l'action. Donc, c'est arrivé que j'ai des policiers, des pompiers, des militaires, des gens qui veulent vraiment décupler leurs capacités physiques et athlétiques pour pouvoir être meilleurs dans leur profession. Ou tu as des gens qui sont simplement sportifs à côté, des gars qui jouent au handball, au basket, qui veulent être meilleurs dans leur sport de prédilection. Tout comme des gens qui font du foot américain, d'ailleurs, tout comme moi. Ouais. Donc, c'est pas des gens inactifs qui sont gros, c'est plutôt des. Alors, C'est tu pas peux vraiment avoir pour ce les type de débutants. profil-là, mais des gens qui veulent vraiment se remettre en forme et qui veulent se reprendre en main, qui Ouais. se disent, ça y est, j'ai atteint un point de non-retour, il faut vraiment que je me sorte les doigts. Donc là, je peux accompagner Ouais. ce genre de personnes aussi en fonction de leur niveau de dedication, de De détermination. détermination. Ouais, voilà. Mm. Et ça, oui, ça, c'est pas un problème. Mais c'est pour ça que quand je prends des gens en coaching privé, je les sélectionne vraiment bien parce que je veux pas être déçu par eux parce que moi, je donne 100%. Il faut qu'en face, j'ai une réponse à 100% aussi. Ouais, ouais, je vois bien l'idée. Et justement, comment tu as trouvé peut-être tes premiers clients? Si quelqu'un voulait se lancer un peu dans une activité de coach, c'est souvent on dit que Bah, c'est quand même dans ton cercle, même offline, quoi, enfin dans oui, ton cercle dans la vraie tu vie, que pourrais tu la jouer trouves comme tes. ça, en effet. Moi, j'ai eu la chance enfin, la chance ou pas, d'avoir commencé un Instagram il y a quelques temps et du coup d'avoir eu un début d'audience. Aujourd'hui, j'ai à peu près 18 000 abonnés, même si l'engagement n'est plus très bon. Il a baissé par rapport à avant tout de même, mais ça m'aide, ça me donne une certaine crédibilité. Le contenu que je partage est très axé fitness, du coup, ça donne aussi envie. Ça peut servir de teaser. Et il y a aussi à travers mon podcast où je raconte beaucoup de mes expériences et à la fois dans le sport qui aussi peut donner envie de se dire j'aime bien la mentalité de ce mec, du coup j'aimerais que ce soit lui qui me coach. Donc mes canaux d'acquisition sont un peu là. J'ai pas vraiment commencé, j'en ai d'ailleurs encore jamais fait de pub Facebook pour ça. Je vais potentiellement commencer une fois que la nouvelle application sera en ligne. Mais, euh, mais ouais, c'est plutôt à travers ces canaux-là. Ouais. Ouais. Parce que pour l'instant, tu es dans ton modèle, toi, tu dois y passer du temps, forcément. Tu dois voir les gens, tu dois parler avec eux, tu dois les suivre. Donc, tu as quand même une. Ça peut pas être illimité, quoi. Tu peux pas être. Oui, Comment il s'appelle tu sais, l'américain, là, asiatique, tout tatoué, là. Ah, il est super connu. ouais, Tu sais, Fenex, au visage et tout. Ouais. Ouais, tu peux c'est pas être ce gars qui a Chris 5 millions de Heria. followers Ouais. et. Ouais, voilà, Chris Heria. Ouais. Tu peux pas, avec ton modèle, tu peux pas, Non, voilà, non, et c'est ça a pas la été même mon chose, erreur quoi. au départ d'ailleurs. C'est ce que je voulais faire, sauf que j'avais pas du tout le même reach. Donc c'était impossible de faire du pas cher pour faire de la masse.
En France, tu as des équivalents comme par exemple Sissi Mua qui fait de la masse. Elle peut se permettre de ne pas être chère parce qu'elle a des milliers et des milliers de personnes qui vont joindre son programme. Donc, par contre, si tu veux faire du spécialisé, quand tu n'es pas connu, entre guillemets, tu es obligé de faire du spécialisé, du niché, beaucoup plus cher. Et par contre, tu as un service aussi beaucoup plus qualitatif. C'est ça, parce que c'est pas Sissi qui va vous courir derrière pour savoir si vous avez fait vos Forcément, squats. pour elle, c'est impossible. Ouais. Et donc, ouais. Et c'est ça, en fait, du coup, l'engagement, il n'est pas le même. Et les résultats, je suppose que, c'est hyper difficile de comparer entre elle et toi, mais parce qu'on n'a pas les données, tout simplement. Mais toi, les gens, ils ont des résultats, quoi. Enfin, tu vois un peu le but, c'est tu les ça. S'il n'y en a suis. pas, je vais me Ouais. remettre en question et me demander pourquoi. Ouais. Il y a aussi derrière, est-ce que le mec fournit le travail? Tu vas fouiller, tu vas chercher et tu vas, la plupart du temps, en tout cas, trouver la réponse de pourquoi le mec n'a pas eu les résultats qu'il escomptait. Après, rien n'est magique non plus, dans le sens où si tu prends un coaching sur un mois, tu ne vas pas te transformer en un mois. C'est pour ça que moi, je rends les gens autonomes sur 3 mois, mais 3 mois, c'est déjà la base pour avoir mis en place une routine qui va devenir ton mode de vie. Ce qui fait que c'est là, si tu as fait le travail assidûment du jour 1 jusqu'au jour 90, c'est là où tu vas commencer à voir ce qui va se passer derrière. Par contre, si tu arrêtes à ce niveau-là, tu auras tout perdu. Donc, le but étant de continuer long terme, et c'est le long terme qui t'apportera les meilleurs résultats. Moi, je m'entraîne depuis plus de 10 ans maintenant. Si je m'étais arrêté mi-chemin, j'aurais un physique frêle aujourd'hui et je me dirais, ah putain, ça marche pas la muscu, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que 3 mois, c'est une bonne durée. Tu sais, on parle parfois de 21 jours pour les habitudes et tout. Mais là, à force justement, j'ai eu un invité qui t'aidait, rien à voir, à avoir des finances zen. Tu vois, des finances qui sont saines. Il s'appelle Mon Budget Zen. Et c'était pareil, tu vois, lui, il faisait des coachings sur 3 mois. Et c'est sûr que tu vois, il allait remettre toutes tes dépenses à plat en 3 mois. Et c'est pas ça qui va te rendre riche en 3 mois, mais c'est ça qui va permettre qu'après, tout soit en place pour que oui, c'est ça, exactement. bâtis Tu les mets en fondations, place ce quoi, en plan 3 d'action, mois. tu mets les fondations, exactement. Et après, c'est là où tu décolles réellement. Ouais. Ouais, bah super. Et, et là, t'as un développement en cours ou ça, c'est en même temps un loisir et une activité secondaire pour toi, plus que. Ouais, bien sûr, Ouais. ouais, bien sûr. Combien de temps ça te prend à peu près par semaine, la Alors, Playbook ça va Academy, t'as dépendre une des idée? périodes, dans le sens où en ce moment, ça doit me prendre plus parce que je suis en train de faire la bascule depuis une plateforme. J'étais sur Teachable. J'hébergeais tout sur Teachable, qui est un peu comme ClickFunnels. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'en faire une application mobile native. Donc, je suis en train de faire le transfert de tout le contenu de l'un sur l'autre. Donc, ça me prend beaucoup de temps en ce moment. Donc là, généralement parlant, c'est censé pas me prendre plus de 10 heures par semaine, si tu veux. Ouais. Parce qu'en plus, après, toi, tu changes tes entraînements, donc tu mets des nouvelles vidéos, je suppose. Enfin, Ouais. Il y a toute la t'as la base de création de données, puis contenu, après, je quoi. connecte des vidéos sur des liens en fonction de qu'est-ce que je vais leur faire En faire sur fonction ce du cycle-là. programme. Ok. Ah, super. Et tu fais le dernier point que je voulais voir avec toi, qui est peut-être pas courant pour les coachings, c'est que toi, tu fais des coachings de groupe, non? Vous faites C'est du personnel en groupe. En fait, si tu veux, les débriefs se font en petits groupes de 6 le dimanche. Et du coup, ça leur permet aussi de connecter les uns avec les autres. Donc, tout le monde, déjà, c'est pas du coaching où, par exemple, admettons, tu as 20 clients et personne ne se connaît. Chacun fait son check-in de son côté. Je trouve que c'est pas motivant et que c'est même lassant. Alors que là, je mets en relation tout le monde. Donc, tout le monde fait partie de cette communauté, tout le monde fait partie du groupe. Et après, tout le monde book son spot en fonction de ses disponibilités pour venir. Donc, c'est limité à 6 places par spot. Et tout le monde vient en discuter et on débriefe chacun les uns après les autres sur comment la semaine s'est passée, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur la semaine prochaine pour qu'elle soit optimisée. Ouais. Ouais, je pense que c'est super efficace en fait parce que les gens ils aiment pas rendre des comptes quand c'est mauvais, tu vois. Ouais, Enfin, je veux dire ça quand tu sais qu'après t'es à 6, bah voilà, t'as pas envie d'être le gars, ouais, j'ai rien fait cette semaine, je progresse plus et tout quoi. c'est Puis ça, après c'est le ils ont cas. sûrement des problèmes que toi tu vois plus aussi de. Tu disais ça fait 10 ans que tu t'entraînes, peut-être qu'il y a un truc pour toi, c'est évident et puis Absolument. Ouais. en Ce qui est fait cool, pour eux c'est c'est que c'est le principe du cerveau commun où les gens vont discuter, ils vont me faire leur débrief en direct devant d'autres personnes. Et tu as d'autres mecs d'un coup qui vont réagir, qui vont dire putain, en fait, moi, j'avais pas pensé à ça. Heureusement qu'il a dit ça parce que du coup, c'est pertinent pour moi. Et ça permet que les gens réalisent de puissent bénéficier de l'expérience des autres pour progresser eux-mêmes. ouais. Ok. Non, bah, très bonne idée en tout cas. Et je pense que ça pourrait être extrapolé dans pas mal de domaines
dans plein d'autres domaines, quoi, pas que dans le Mhm. sport, quoi. Ça peut être. Ok, bah écoute, pour l'instant, si ça te va, on va finir l'interview avec 3 questions que je pose à tous les invités, sauf si tu Ça avais quelque roule. chose à rajouter avant. Non, ça me va. Donc, la première question, c'est est-ce que tu as un livre ou une ressource que tu voudrais partager avec la communauté? Alors, je lis beaucoup. Lis beaucoup. Je lis un livre par mois, donc ce qui n'est pas énorme, ce qui est déjà le minimum syndical. Et j'ai pas mal de livres cool. Je lis qu'en anglais, par contre, parce que tout ce que j'ai trouvé en termes de littérature me plaît beaucoup plus dans la culture anglo-saxonne. Ils sont parfois trouvables en français quand on n'a pas de niveau d'anglais. Malgré tout, j'aime pas parce que c'est un peu comme un film qui est 2B, tu sais, comment on appelle ça, qui est doublé, pardon. Ouais, ouais, c'est ça. Ça dépend comment Voilà. la traduction a été faite, quoi. Donc, tu perds un petit peu de vocabulaire, tu perds parfois l'idée que la personne veut vraiment transmettre à travers une littérature française qui, du coup, n'est pas forcément connectée. Donc, ouais, je t'avais un bouquin qui m'a beaucoup impacté, c'est celui-là. Il s'appelle The Motivation Manifesto. Et, il est de Ok. Brandon Burchard. Un putain de livre, je l'ai. Alors, Ça pourrait être un français, hein, donc. ouais, Burchard. Brandon, Ouais. mais Burchard, ouais, Burchard. Et Burchard. super livre qui m'avait beaucoup impacté. Je l'ai lu il y a déjà plus d'un an maintenant et je le relirai parce qu'il fait partie des bouquins qui valent le coup d'être lus. Et c'est un truc qui m'a permis de poser mes fondations et de me sortir les doigts parce qu'il est vraiment impactant. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, Et si ça, tu je devais le pourrais le décrire conseiller. en Ouais. 3-4 phrases, Alors, de quoi ça? Motivation Manifesto, par définition, tu vois, c'est le manifesto de la motivation, mais tu peux te dire la motivation, c'est un peu quelque chose qui passe. Bon, tout le monde en a besoin, réellement, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, si tu veux, si tu lis quelque chose, enfin, si tu lis un chapitre de ce bouquin, ça va te permettre de te motiver, mais sur certains. En fait, c'est profond comme livre. Parce que tu vois, par exemple, section 1 sur la nature humaine, ça t'explique les principes de la liberté, de la peur et de la motivation. Ça va loin, tu vois. Ça te prouve par A plus B que la peur ne devrait pas exister, par exemple. Et du coup, ça va loin. C'est de la vraie littérature. Et c'est hyper impactant. Et c'est le livre d'ailleurs sur lequel j'ai surligné le plus de choses à l'intérieur. À toutes les 3-4 pages, il y a du texte qui est surligné en orange fluo parce qu'il était super cool et que là, je l'aurais relu si j'avais pas déjà une chier de bouquin à lire. Mais Ouais, c'est ça. je vais le relire parce qu'il était vraiment très impactant. Donc, je le conseille vivement à tout le monde, celui-là. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. En plus, il a jamais été conseillé, donc The Motivation Manifesto. Deuxième question, si je te donnais 100 000 euros, là, tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Je développe un nouveau Vire projet. les associés. Alors, je veux pas que ce soit mal pris ni que ce soit méchant. En fait, si tu Non, veux, non, c'est bien des sûr. erreurs de départ et c'est pas forcément des mauvaises personnes. C'est simplement que tu Ouais. peux être parfois confronté à des profils avec lesquels tu t'entends bien, mais au final, down the road, il s'avère que vos idées sont plus alignées et plus connectées. Donc, s'il n'y avait pas de lien au niveau capital, tu pourrais te séparer d'eux très Mm. simplement. Sauf que quand tu fais cette connexion, cette espèce de mariage au niveau du capital, tu es un peu coincé. Donc, c'est ce qui est un peu Mm. triste à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est une réalité. Et il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on ne le pense qui ont des problèmes au niveau du capital. Nous, aujourd'hui, on s'en sort très bien dans le sens où ces problèmes sont réglés, mais ça a été, tu vois, quelque chose qui nous a accompagnés pendant longtemps, d'autant plus quand on était en galère et que toi, tu focalises vraiment déjà sur le développement de ta boîte pour pas qu'elle coule. Derrière, tu as des gens qui viennent taper à la porte en disant ouais, il faut pas que ça coule, machin. Et tu te dis ouais, mais attendez, on fait le maximum, quoi. Mm. Donc, c'est sûr Toi, que tu fais rien. Ouais. c'est une pression Ça. supplémentaire qui est, voilà, après, je comprends les gens qui ont les moyens d'investir, c'est très cool. Tu as des gens après qui sont opportunistes. Enfin, tu peux avoir tous les profils. Tu peux avoir Ouais, tous bien les sûr. profils et je suis là pour cracher sur absolument personne. C'est simplement la vie réelle d'une entreprise. Tout ne se passe Mm. pas toujours comme prévu ou comme on l'aimerait. Simplement, je dirais qu'on fait de mieux en mieux avec les années, dépendamment de l'expérience qu'on a pu acquérir Mm. au terme de ces aventures entrepreneuriales. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on avait pu faire différemment, on l'aurait fait. Maintenant, on assume ce qu'on a fait. Donc, c'est absolument pas un problème. Derrière, non, ce que je ferais avec 100 000 balles, c'est plutôt développer un nouveau projet sur lequel on a commencé à travailler déjà avec mon associé qui n'est pas un projet Sync, mais qui est un projet, je peux pas en parler, mais qui est qui est un projet Ok. super sexy, intéressant, qui verra le jour d'ici au moins 2 ans parce que la R&D est très longue et qu'on veut créer quelque chose d'encore une fois unique sur le marché. Et ça peut laisser saliver quelques personnes, mais je ne peux
absolument pas en parler de ça. Mais c'est ce que je ferais. Un bon teasing. Cet argent serait bien investi, si tu veux, tout de suite dans un truc. Alors, je suis pas du genre à investir, que ce soit dans l'immobilier ni dans. Enfin, j'ai un petit peu d'argent dans la crypto-monnaie ou quoi. Et l'immobilier, peut-être que je le ferai plus tard. C'est simplement pas un domaine qui me botte. Par contre, mettre de l'argent dans un projet qui peut être très cool, ça va me botter. Même si cet argent est pas forcément investi de manière safe, ou potentiellement tu vas le perdre cet argent parce que tu veux développer une boîte qui potentiellement ne marchera pas, c'est excitant si tu veux. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pas de regret à faire. Donc c'est là où je mettrais cet argent, ouais. Ouais, et puis l'entrepreneur, en immobilier, tu sais, on parle de rentabilité en pourcent, genre 10% de renta. Après, en entrepreneuriat, c'est en multiple, quoi. Donc tu parles, donc c'est 100 000. Tu vois, les 100 000 en immobilier, ils vont te rapporter peut-être 10 000 euros par an. Les 100 000 en entrepreneuriat, bah, soit ils vont te rapporter zéro, soit ils peuvent te rapporter 500 000 euros dans 5 ans, quoi. Voilà, donc, tu sais pas, ça peut être démesuré. Tu sais pas, c'est sûr qu'il y a des boîtes qui sont parfois valorisées extrêmement haut et jamais tu te serais attendu à ça, ouais. Ok. Et ouais, j'écoutais rien à voir un podcast, La Guerre de Business, un bon sur les. Il parlait à des vaccins et que Moderna, ils avaient sorti encore zéro médicament, zéro rien. Ils s'étaient déjà valorisé 43 milliards. Je pense que tu dois avoir. tu te dis, ouais, c'est quand même incroyable parfois les multiples que tu ouais, tu m'étonnes. Okay. Mais en tout cas, ça montre bien, je pense, ton parcours que, tu sais, il y a plein de gens, ils savent pas quoi faire, ils ont pas d'idées. Mais en fait, après, quand tu es dedans, tu as plein d'idées. Toi, t'as les signes, t'as ça vient petit Academy, à petit. maintenant, tu as d'autres projets. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois les trucs, quoi, quand tu es dedans. Ouais, c'est ça, il faut baigner dedans parce que c'est vrai que tu as plein de gens qui savent pas où partir et qui n'ont pas d'idées, comme tu disais. Mais les idées, elles viennent avec le temps, avec l'expérience, en fait. Quand tu vis des trucs et que tu es confronté, de toute manière, quand tu crées une boîte, c'est que tu as été confronté à un problème auquel tu n'as pas trouvé la solution. Donc, c'est là où tu te dis, en fait, la solution, je pourrais la créer. Je vais la créer. Ouais. Ok. Et pour finir le podcast, alors je sais pas si tu as eu le temps de le préparer ou quoi, mais est-ce que tu as une citation que tu aimes bien, qui est motivante? Alors moi, j'en ai parlé dans un podcast d'ailleurs que je l'ai appelé comme ça. Cette citation, c'est "Don't be a little bitch". C'est un peu brutal, mais c'était quelque chose de relativement. Enfin, quand tu hésites à faire quelque chose et que tu n'oses pas faire quelque chose, si tu mets ça en place, "Don't be a little bitch", tu vas passer à l'action. En fait, c'était un podcast que j'avais appelé "Le trouble du passage à l'action", je crois. Et il y en a même un autre que j'ai renommé du coup "Don't be a little bitch" parce que c'était relié à ça. Dans le sens où quand tu te trouves toutes les excuses du monde et que tu fais pas ci, tu fais pas ça, alors que tu pourrais, quand tu procrastines, etc., tu es une little bitch, en fait. Et le but étant de ne pas en être une et donc de sortir les doigts. Et si tu veux avancer, que tu veux un niveau de vie qui soit au-dessus de la moyenne et que tu veux bien vivre ta vie qui est unique parce que on n'a quand même qu'une seule vie. Ça passe vite. Si tu veux le faire au mieux, don't be a little bitch. Et ben voilà, je pense que ça clôturera bien le podcast. Juste avant de finir, si on veut te contacter ou te suivre, donc c'est sur Instagram. Alors Instagram, Quentin Randis, tout attaché. Le prénom Quentin, Randis, tout accroché. Et sinon, j'avais une chaîne YouTube que je mets plus à jour, pour être tout à fait honnête, mais il y a un peu de contenu quand même, il y a bien une centaine de vidéos dessus. Mais sinon, ce qui est le plus à jour là, c'est le podcast, ou Biceps and Mindset sur toutes les plateformes podcast. Il y a ce jour presque 70 épisodes, donc c'est... Voilà, il y a du contenu. Je vous invite grandement à aller écouter. Je parle tout seul, beaucoup, pendant bien 45 minutes par épisode. Je fais intervenir quelques mecs, mais sinon, la plupart des épisodes sont tout seuls. C'est des monologues. Ouais. Ok, Quentin, merci beaucoup pour ton temps. Cool. Ça m'a fait super plaisir. Et puis plein de réussite dans tes projets à venir, du coup. Allez, bonne journée. À plus. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il aura été aussi plaisant à écouter, que j'ai eu du plaisir à l'effectuer. Donc, c'était un super échange avec Quentin. J'étais ravi de l'accueillir. N'hésitez pas à partager ce podcast. Je pense vraiment. Alors, parfois, je fais des épisodes qui sont un peu ciblés. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas investisseur. Tout le monde n'est pas sur les marchés financiers ou encore moins dans les crypto-monnaies. Mais là, c'est vraiment un épisode qui, à mon sens, il peut toucher vraiment beaucoup de gens, donc que ce soit des étudiants, des gens qui voudraient se reconvertir, lancer une activité annexe. On a vu que Quentin, il a fait un peu... il a vraiment multiplié les expériences pour arriver là où il en est aujourd'hui, et c'est super inspirant. Donc voilà, vous pouvez, maintenant c'est la fin de l'épisode, vous pouvez mettre en pause, faire la petite flèche, la partager, l'envoyer à votre sœur, à votre frère, votre grand-mère, peu importe, n'importe qui.
dès que vous pensez qu'il y trouvera son intérêt. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.